bonsoir, mesdemoiselles, messieurs. Un plaisir de vous retrouver ce soir, comme tous les soirs, lorsqu'il est 17 heures, en direct donc d'Info TV. Mesdames, messieurs, c'est votre émission Le Grand Soir qui commence. C'est la troisième sortie de la semaine. En cette troisième sortie, deux sujets phares vont nous intéresser. Tout d'abord, nous parlerons, n'est-ce pas, de violences basées sur le genre. Cela a été déposé, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Il est question, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ne peut-être atténuer ces violences-là, violences basées sur le genre. Quand on parle de violence, on parle ici de toutes les violences envers les hommes comme envers les femmes. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, que peuvent, n'est-ce pas, les parlementaires? Nous allons voir, analyser et décrypter cette actualité. Autre actualité ce soir, présidentielle 2025, vers un renouvellement de la classe politique camerounaise. Nous allons jeter un regard sur cette jeunesse qui est véritablement peut-être cette jeunesse majeure et qui également se dit c'est peut-être le moment. Est-ce que ceux-là qui ont été au pouvoir, qui ont, n'est-ce pas, été à la tête, n'est-ce pas, des partis politiques au Cameroun, qui ont un âge avancé, est-ce que ces personnes sont toujours les personnes, ces gens-là qui doivent continuer, n'est-ce pas, à régner ou à gouverner ou à diriger? La nouvelle classe n'est-elle pas jeune? Ne revendique-t-elle pas? Et si on y pensait un instant, mesdames, messieurs, ce sera également un regard ce soir. Pour vous servir, il y a toute l'équipe technique et puis nos invités qui commencent, n'est-ce pas, à faire le plein sur ce plateau. Mesdames, messieurs, je vous retrouve tout juste après pour, n'est-ce pas, accueillir nos différents invités. À tout de suite. Alors, retour sur ce plateau pour donc accueillir nos différents invités qui sont déjà presque tous là, 80% déjà installés. Et nous allons commencer tout de suite et maintenant à accueillir notre invité, ou alors premier invité. Et vous le savez bien, nous ne sommes pas misogynes, n'est-ce pas, à Info TV. Nous aimons bien les femmes, nous les hommes. Et nous avons donc parmi les hommes ce soir une dame. Elle, c'est Denise Meva. Elle est artiste, elle est également communicatrice. Bonsoir, bienvenue Denise. Bonsoir Monsieur Amba et bonsoir à tous les téléspectateurs et invités ici à Info TV. C'est votre grande première à Info. Oui, c'est ma grande première et je tiens à vous remercier personnellement pour l'invitation. Merci d'être là ce soir. Je rappelle que vous êtes artiste, vous êtes également communicatrice. Oui, je suis effectivement artiste et communicatrice radio-télévision. Une femme sur le plateau, vous êtes habituée, n'est-ce pas, des débats et autres. Oui. Comment se sent une femme à la veille d'une élection présidentielle? Elle peut être bête, elle paraît bête ma question, mais c'est une question. Alors moi je dirais, pour représenter les femmes ici, nous sommes un peu anxieuses parce qu'on se demande quel est le programme qui sera mis sur pied pour la femme, s'il faut le dire ainsi. On est un peu préoccupés. Le programme politique? Pas forcément politique, le programme de développement personnel, intellectuel et des projets des femmes. Les femmes y pensent? Oui, politique de plus également. en plus. Pourquoi pas? Parce que généralement à la maison, lorsque les émissions de débat et autres passent, ces novellas, ce sont des chaînes pour regarder les divertissements. Mais lorsque l'homme prend la télécommande pour regarder une émission peut-être d'information, de débats politiques et autres, alors c'est la guerre à la maison. On bagarre pour peut-être chacun voudrait, n'est-ce pas, regarder sa chaîne. C'est pour ça que chaque homme doit faire un choix assez exceptionnel de son épouse, sa conjointe ou sa petite amie. C'est clair que si vous avez une rêveuse ou une tiktokeuse qui a d'autres préoccupations, elle ne s'intéressera pas à la politique et
à la situation de son pays. Merci. Les TikTokeuses, ne vous en faites pas. Balle perdue. Ça, c'est aussi c'est une balle perdue de Denise Meva. Merci d'avoir accepté l'invitation, Denise. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, Franck-Carl Manson. C'est une grande première avec lui à Info TV. Mais ce n'est pas la grande première avec lui dans la vie. Bonsoir et bienvenue. Merci Apollinaire, bonsoir. Merci une fois de plus pour l'invitation. Merci de me convier à cette agape intellectuelle. Je dis également un grand bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, pour ne pas dire nos nombreux téléspectateurs. Je ne manquerai pas de saluer les co-discutants qui sont sur le panel avec moi. Merci d'être là ce soir. Vous êtes tout en blanc. Oui. Quelle signification? Oui, la pureté ou quoi? Vous savez que le blanc, c'est la symbolique de la pureté. Encore faudrait-il qu'on la définisse, puisque quand on parle de la pureté, ça renvoie à un niveau de conscience avérée, une conscience, compréhension qui se construit dans le temps sur la base des expériences, et sur la base des rencontres, la base des événements. Ok, nous allons mettre un peu de côté votre aspect philosophique, parce que vous aimez tellement. Je veux rappeler que vous êtes philosophe, vice-président Association Émergence Cameroun. Vous êtes également directeur de publication du journal Les Cahiers de l'Émergence. Merci d'avoir accepté l'invitation, monsieur le DP, monsieur le philosophe et monsieur le président. Merci, merci. Si vous permettez que je dise un mot. Allons-y. En fait, l'association Émergence Cameroun a ouvert depuis lundi un camp de vacances. Un camp de vacances pour les enfants, et qui est une action républicaine parce qu'elle est gratuite. Donc, ce qui fait que nous nous initions les enfants en l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on les apprend à faire les gâteaux, notamment la pâtisserie. Nous travaillons avec les enfants à la question de la littérature, puisque la littérature qui participe à développer les facultés cognitives, développer l'esprit critique. Et nous travaillons également avec les enfants dans les causeries éducatives. Vous voyez, nous sommes dans un monde en pleine mutation. Au regard des informations auxquelles nos populations sont exposées, notamment la classe jeune, des informations, même dans les dessins animés. Donc nous nous sommes dit qu'il est important de voir des conversations profondes, des conversations structurées avec les enfants, question justement de tracer des repères favorables à la construction d'une personnalité qui serait en mesure de résister face à un monde qui est en pleine mutation. Merci. Merci, monsieur Franck Manson. Avec vous, nous allons analyser et décrypter l'actualité camerounaise telle qu'elle se présente. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre tout de suite et maintenant. Le doyen va un peu attendre. Léonide Foum, bonsoir, bienvenue. Merci, le désormais au roi, le roi Charles. Non, je reste prince. Je reste prince. C'est le roi. Merci de l'invitation que tu me fais, de m'inviter sur ton panel, ton prestigieux panel. Je salue les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès en parti politique, qui certainement sont nombreux à me regarder ce soir. Je salue mes co-discutants, les téléspectateurs. J'espère simplement être à la hauteur de leurs délicates attentes. Votre présentation aussi elle risque d'être trop longue. Oui. Je rappelle, vous êtes à la base enseignant, donc pédagogue. Quand on parle d'enseignant, vous êtes professeur de lycée. Professeur de lycée, ce serait encore mieux comme ça. Vous êtes militant d'un parti politique, l'UNDP. Comment parler, n'est-ce pas, des alliances, sans, n'est-ce pas, vous avoir sur le plateau, et surtout des partis politiques qui créent les alliances ou qui entrent dans les alliances, qui créent des ruptures, et quel avenir? Certainement l'UNDP est ce parti le mieux indiqué. Vous êtes également directeur de publication d'un journal. Éducation Actu. Éducation Actu. Si on en parle un peu. Oui, c'est un projet qui rentre en droite ligne de la formation que nous avons eue.
Certainement, nous avons voulu le spécialiser dans le domaine de l'éducation, mais pas que. Nous traitons aussi de l'information générale, l'information sociopolitique, culturelle, et que sais-je encore. Et donc, c'est un projet, mais le journal se trouve intégré à une plus vaste initiative. Le groupe que nous avons fondé s'appelle Intelligentsia et qui comprend en son sein un pôle média avec le journal. À côté du pôle média, nous avons une agence qui est spécialisée dans le soutien scolaire. Et le soutien scolaire, au Cameroun, on dit les répétitions. Donc nous sommes comme un hub pour les répétiteurs quand ils ont besoin de rencontrer leur marché. Et donc nous faisons la jonction entre l'offre, c'est-à-dire les répétiteurs, et la demande, les parents qui en ont besoin. Nous sommes ce hub-là au milieu et nous les aidons à cet effet. Et en troisième lieu, nous avons un cabinet au sein de notre groupe. Et le cabinet s'appelle Optimum. Il fait toutes les tâches de cabinet, mais spécialisé dans les domaines de l'éducation. Nous faisons des études, nous faisons des évaluations de politique éducative. Nous aidons les responsables, surtout les collectivités territoriales, dans le recrutement et l'encadrement des personnels. Vous savez, à un certain niveau, on leur a donné, l'État leur a conféré des compétences en matière d'éducation et beaucoup ne sont pas outillés, n'est-ce pas, n'ont pas de la ressource humaine nécessaire pour pouvoir attaquer ce volet ô combien important de leur responsabilité. Voilà en quelque sorte ce que nous faisons, des formations aussi dans le cadre de ce cabinet. Ok, un journal très d'union avec, n'est-ce pas, les enseignants, l'éducation et puis le reste quand même. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Je vous reviens tout à l'heure, Monsieur Léonide Foum. Et puis, nous prenons tout de suite Monsieur Mbenoun. Bonsoir. Bonsoir, Apollinaire. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonsoir surtout à tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun, dirigés par la sémillante Tomaïnon Damjoya. Je voudrais avoir une pensée pour le célébrissime évangéliste américain Jimmy Swaggart qui s'en est allé hier. C'est quelqu'un qui a changé beaucoup la vie de certaines personnes dans le monde ou de beaucoup de personnes parce que son message était relayé par 56 chaînes de télévision aux États-Unis. Et il était écouté jusqu'à aujourd'hui, il est écouté partout dans le monde, il s'en est allé hier à 90 ans. Vous vous en doutez, moi je suis ancien d'église et je ne pourrais pas passer sans rendre hommage à ce précurseur de l'évangile au niveau de la télévision, au niveau du monde. Merci, merci. Nous n'allons pas passer à la prière là, tout de suite. Mon cher ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais j'ai dit nous n'allons pas passer. Merci, j'espère que vous ne m'en voulez pas n'avoir pas mentionné que vous prénommez Emmanuel. Mais moi, je suis africain. Parfois, lorsque j'arrive, je dis Omba, je suis d'accord. Bon, en tout cas, Emmanuel tout à fait. Benoun. Et je crois que les présentations ne sont pas inutiles. Je suis Emmanuel Benoun, secrétaire national à la communication de l'Union démocratique du Cameroun, secrétaire national adjoint. Donc, voilà, mon adresse au niveau de mon parti. Ok, merci bien. Je rappelle que vous avez fait vos pas au niveau de la politique camerounaise. Vous avez longtemps cheminé avec le SDF. Tout à fait. Nous allons voir tout à l'heure les affaires de coalition et puis quitter d'un parti politique à un autre. C'est quoi l'idéologie? Qu'est-ce qu'on recherche? En tout cas, ce sera avec vous tout à l'heure. Vous avez bravé, n'est-ce pas, toutes vos activités, même votre prière de ce soir, pour être ici. Oui, tout à fait. Je pense que l'homme a deux dimensions, une dimension matérielle et une dimension spirituelle. Donc, quand... je vous interdis de vous approfondir sur la spiritualité. Tout à fait. Ce n'est pas le cadre ici. Voilà, merci bien. C'est que même le Seigneur avait dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ok. Et l'autre a ajouté, j'aime la bière. Bon, en tout cas, vous voyez donc. Merci.
Nous allons accueillir notre 5e invité, déjà très bien installé. Il a mis le jaune et les téléspectateurs ne vont pas voir ce jaune-là. Monsieur Ndondo, bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Prince Somba Apollinaire. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette séance. Et bonsoir aux copanélistes ici présents. Bonsoir à vos différents téléspectateurs et à votre top management. Et je ne peux pas déjà... Bon, je crois que... On va entrer tout à l'heure. Je veux rappeler tout simplement que vous êtes également à la base pédagogue. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes à la base pédagogue. Oui, que je fais. Et aujourd'hui, on dirait que vous consacrez toute votre vie dans la politique et au sein du RDPC. Oui, ça fait partie effectivement de la pédagogie. Et nous qui estimons que nous avons une certaine connaissance de la vie sociologique, cosmogonique et philosophique et anthropologique, éducation, éducationnelle, oui, c'est ça la cosmogonie. Donc nous pensons que nous devons, n'est-ce pas, toute notre vie, éduquer les masses populaires, éduquer les citoyens, éduquer la famille, éduquer le village, éduquer les citoyens camerounais, de quelque obédience que l'on se trouve. Lorsque je viens sur votre plateau, c'est pour vous apprendre à vous-même qui êtes un jeune frère beaucoup de choses. Donc vous comprenez. Je vais vous poser une question. Posez, je vais répondre à cette question. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, monsieur Ndondo, comme tous les autres camarades du RDPC en ce 2 juillet 2025? Nous avons, n'est-ce pas, la pleine conviction que plus on monte, n'est-ce pas, plus on monte au mois d'octobre, plus la tension, l'émotion grandit. Et en vous? Chaque jour, non, en tout le Cameroun. J'ai demandé vous, monsieur Ndondon, et puis vos camarades, laissez les autres Camerounais. Oui, nous nous sentons bien dans notre peau, prêts, n'est-ce pas, à en découdre, parce que nous savons que nous allons sortir vainqueurs, parce que nous avons été vainqueurs dans le temps, dans le passé, et nous serons encore vainqueurs. Et que nous nous apprêtons, nous affûtons nos armes, nos armes, chaque jour. Merci, monsieur. Nous savons que nous avons la Merci, Sa Majesté. Merci. Mais nous allons supplanter cette souvent au quartier, c'est moi qui t'ai commencé. Ou alors c'est moi qui vous a provoqué. Voilà. Merci. Mesdames, messieurs, voilà, il fallait essayer de détendre, n'est-ce pas, et accueillir, n'est-ce pas, nos invités. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre transition et le premier sujet à l'ordre du jour. Alors, retour sur ce plateau avec la régie, nous allons accorder sur le sujet. Nous allons commencer par la violence. La violence basée sur le genre. Que peuvent les parlementaires? Je rappelle que hier, du côté de l'Assemblée nationale, cela a été posé sur la table des députés pour réfléchir sur, n'est-ce pas, cette question des violences. Pas faites aux femmes, mais plutôt violence basée sur le genre. Violence basée sur le genre, on n'a pas dit que ce sont les hommes ou les femmes, mais quand même on constate que c'est général, assez général. Nous allons commencer tout de suite et maintenant avec quelqu'un qui est peut-être de la société civile, un philosophe également, même s'il a d'autres casquettes. Alors, Franck Manson, quel regard jetez-vous sur la violence faite, n'est-ce pas, sur des personnes ou alors sur le genre? Oui, merci Apollinaire pour votre question, mais seulement permettez-moi d'introduire mon propos par déjà une analyse un peu holistique sur la question de la violence. Pendant que je lisais vos thèmes tout à l'heure, je me suis rappelé, je ne sais pas si c'était une conférence ou alors une interview qu'avait faite M. Sarkozy il y a cela quelques mois, autant pour moi. Et il disait que l'Europe est le continent le plus violent. L'Europe est le continent le plus barbare.
Or, on sait très bien que quand il le dit, c'est tout simplement parce que l'Europe, à un moment donné, a construit sa puissance et son hégémonie par la violence. C'était des nations impérialistes. Et dès lors, vous comprendrez que, pas seulement l'Europe, mais la plupart des nations même qui ont participé à tracer des repères dans le monde, avant l'Europe et l'Europe plus tard. Vous comprenez donc que la violence, en réalité, elle est inhérente à l'identité de la société. C'est un phénomène social, c'est un phénomène éducatif. La preuve en est que la violence et le conflit, c'est un moteur de l'économie sociale. Parce que vous savez qu'il y en a qui ont construit les puissances économiques en s'appuyant sur la violence. La preuve en est que quand on veut aller piller les ressources des Africains, on ne se garde pas d'instrumentaliser certains groupes qu'on aurait même pensé à l'avance, avec tout ce que cela comporte. Voilà. Parce que si vous annulez par exemple la violence, vous savez que l'institution judiciaire perd tout son pouvoir. Si vous annulez par exemple la violence, vous savez très bien que même les systèmes de santé ne sera plus aussi productifs. La violence. Donc vous comprenez bien que dans le fond, c'est exploité. Mais seulement pour entrer maintenant dans les détails, comment ça se construit? La violence, c'est un construit. Ça veut dire les repères que vous classez en termes d'éducation qui construisent la violence, que l'on en soit conscient ou pas. Déjà, dans le cadre familial, les attitudes des parents participent à construire la violence dans l'enfant, dans le futur citoyen. Vous voyez, un parent qui est dans une famille où... un enfant qui est dans une famille où les parents sont violents, il sera forcément violent. Même dans le cadre scolaire, il n'y a pas de cela très longtemps, nous avons été confrontés au fléau des violences en milieu scolaire qui, jusqu'ici même, ne s'est pas encore estompé. Ouais. Donc, plus loin dans la société, donc la violence, ça se construit, Apollinaire. Maintenant, parlons donc de la violence du genre. Et qu'est-ce qui explique cette violence? Parce que je vais l'aborder en deux temps. Okay. Voyez-vous, M. Apollinaire, que nous sommes dans une société, du moins pour la société africaine, qui est encore patriarcale. Patriarcale. Ça veut dire qu'il y a une certaine idée de l'homme, une certaine imagination de l'homme qui fait de l'homme un être supérieur justement à la femme. Ouais. Donc ce qui fait que, pour la plupart des temps, même s'il y a des exceptions, parce qu'il y a des hommes qui s'émancipent et qui ne perçoivent plus la chose comme ça. Donc la femme donc, qui est considérée comme un être inférieur, toutefois qu'elle aurait un comportement qui dessert les attentes ou alors les intérêts de l'homme, très souvent c'est la violence. Oui, c'est la violence qui s'exprime. Et dans un autre côté, pourquoi est-ce que les femmes également peuvent exercer de la violence sur les hommes? Parce que l'homme est considéré comme une réponse aux besoins. Je dis bien une réponse aux besoins. Ça veut dire que toutefois que l'homme ne répond pas aux besoins, mais c'est la violence. Parce qu'il faut bien le rappeler que la violence, elle n'est pas que physique. Elle est psychologique, la violence. Vous voyez? Elle est également psychologique. Et vous voyez bien que c'est essentiellement identitaire, comme vous l'avez dit. Rappelez-vous de la fameuse théorie de Maslow qui dit que l'être humain, c'est une mosaïque de besoins, tel qu'il décrit l'être humain, il le décrit. Et il dit, si le besoin n'est pas satisfait, le processus de vie bloque. Ça veut dire, quand on vous conditionne à vous penser essentiellement comme un être de besoin, un consommateur, vous êtes violent. Ça veut dire que toutefois que vous feriez face aux situations et événements qui ne répondent pas à vos intérêts, à vos attentes, vous allez manifester de la violence. Vous pouvez la manifester de manière ouverte. Pour les plus habiles, ils sont en mesure de domestiquer cette dimension animale. Ils peuvent la manifester de façon subtile. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne le parlementaire, parce que c'est où c'est, pour moi, extrêmement intéressant. Oui. Parce que la loi c'est posée sur la table des parlementaires. Députés, enfin, oui, des parlementaires. Il y a un adage qui dit à Apollinaire, vous ne pouvez donner à quelqu'un que ce que vous avez. Si j'ai soif, si je viens vers vous, vous demandez de l'eau, si vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez pas me donner de l'eau. La question première que nous devons nous poser, ces parlementaires ne sont-ils plus violents? Vous voyez? C'est d'abord une question qu'il faut se poser. Et deuxièmement, pour aller un peu plus en profondeur, ça nous amène à convoquer la pertinence justement des institutions. La pertinence des institutions. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, quand on parle d'une institution,
ça renvoie surtout et avant tout à une personne morale. Vous voyez? Or, quand on parle d'une personne morale, on parle de l'esprit, mais l'esprit n'a pas de sexe. Vous voyez, l'esprit n'a pas de sexe. Ceci étant dit, pour qu'un parlementaire soit justement en mesure de voter des lois conformément à ce que l'esprit qui renvoie dans le fond à l'État penserait, il faudrait que ce parlementaire ait développé des facultés par rapport à la personne morale. Vous voyez? C'est ça. Ben, dommage que pour la plupart du temps, nous avons des institutions faibles. Pourquoi? Parce que les individus qui incarnent, qui représentent ces institutions ne sont pas à ce niveau de conscience. Okay. Vous comprenez? On n'est pas à ce niveau de conscience. La preuve en est que nous allons le voir tout à l'heure, quand on s'engage dans la politique, comme dans le fond, c'est cette personnalité juridique qui est le fruit de l'imagination des multinationales qui s'y engagent. On va dans la politique pas pour construire, mais pour se positionner. Donc, vous voyez, donc la pertinence des institutions plus loin des parlementaires, elle dépend, est tributaire justement de l'idée que le parlementaire lui-même pourrait se faire de lui. Okay. Quand je dis moi en tant que député, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'institution comme personne morale ou alors ça renvoie à mes membres. Ok, merci à vous. Hein. Vous avez mis la barre très haute, n'est-ce pas? Avec la comparaison avec ces parlementaires-là. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes? Mais nous allons revenir un peu plus bas et nous allons retrouver Denise Meva, qui est une femme, j'ai failli dire qui n'est pas violente, mais ce serait trop risqué pour moi. Que pensez-vous de la violence basée sur le genre? Ben, déjà, il faudrait savoir la définition de violence du genre et après on pourra mieux en débattre. Maintenant, la violence, je vais choquer certaines personnes, n'est pas toujours négative. Elle est constructive pour certains cas et pour certaines personnes. Je vais prendre un exemple. Si dans la rue maintenant, on a ce qu'on appelle les microbes qui voilà, envahissent la poste ou bien un quartier de Douala, qu'est-ce qu'il faut comme mesure? Il faudra une violence pour les arrêter parce qu'ils vont agresser des gens, ils vont casser des magasins. Donc moi je dirais, parce que je ne veux pas être très longue, la violence du genre, elle est positive dans certains cas et elle est négative dans un autre quand il s'agit peut-être de la destruction morale, physique ou psychique d'une personne. Je comprends que Denise, qui se trouve entre 4 ou 5 hommes, mais ne veut pas peut-être prendre ces risques-là, et voilà. Se disent il y a une violence positive et une violence négative. Denise Mfoum, nous sommes sur le genre. Léonide. Je sors de Denise, là. Léonide Mfoum. Merci de me rebaptiser. Hein. non, vous êtes Léonide Mfoum. Alors, Léonide Mfoum, nous parlons là de la violence basée sur le genre, exclusivement. C'est-à-dire, nous constatons des plaintes. Il faut quand même peut-être aller à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la gendarmerie, au niveau, n'est-ce pas, de la police, et au niveau de nos chaufferies, des plaintes, n'est-ce pas, des violences. Des violences, n'est-ce pas, faites enfin, sur les hommes comme sur les femmes, raison pour laquelle on parle du genre. Raison pour, je reviens donc vers vous, qui êtes également un brillant pédagogue. Que comprendre, n'est-ce pas, de ces violences? Tout d'abord, comprendre, n'est-ce pas, de la violence. C'est quoi et pourquoi cette violence? En fait, la violence est inhérente à l'homme et aux sociétés, soit dit en passant. Mais la meilleure manière de l'exercer, c'est de la mettre sous la férule de la loi. Donc quand on arrive dans des sociétés qui sont organisées, on domestique la violence en lui donnant un aspect de légitimité. Voilà, et c'est dans ce cadre-là. Mais j'ai envie de dire que les violences basées sur le genre sont un concept qui nous vient des Nations Unies. Et implémenté chez nous, il faut dire qu'il vise... On ne connaît pas ça en Afrique? Ça vient je vous dis que ça vient des Nations Unies. Oui. Oui. Et la répercussion chez nous, c'est que en réalité, le sujet, ou bien l'individu le plus sujet à la violence dans notre société, et qui en paye le plus lourd tribut, c'est la femme.
Et même dans la définition faite par les Nations Unies, quand on dit violence basée sur le genre, on se réfère à la femme. Et qu'est-ce qui peut expliquer, ou bien l'exposé des motifs, ça peut être quoi? C'est les nombreux féminicides que l'on a dans notre société et d'autres abus. C'est ce qui amène le Parlement à légiférer spécifiquement sur cette question-là. Vous vous souvenez d'une de mes collègues qui avait froidement été assassinée par son époux à Douala, et lorsque l'affaire s'est retrouvée en justice, c'est à peine si on a demandé au monsieur de payer 50 000 francs, et puis on l'a relaxé. Ça fait un tollé au niveau de l'opinion publique nationale. Et il y a beaucoup d'autres cas où les femmes sont victimes de violences et des violences qui entraînent la mort. Et donc, le Parlement camerounais s'est saisi de la question pour protéger de manière spécifique la femme et adosser des lois qui peuvent faire en sorte que ces types de violences-là soient traités de manière spécifique avec toute la célérité qui va avec. Parce que, dites-vous bien que la femme, c'est la mère de l'humanité. Si nous ne sommes pas capables de la protéger, c'est notre société également qui va dépérir. Et donc, le Parlement camerounais se donne les moyens de permettre à la femme d'être épanouie dans les rapports qu'elle a avec l'homme. Parce que, en termes de différence en matière de force physique et qui amène les hommes à en abuser, on sait que l'homme est plus fort physiquement que la femme. Et certaines personnes, justement, très peu éduquées, lorsqu'elles ont des problèmes dans leur foyer, au lieu de les résoudre avec les armes de la civilité et de la civilisation, qui sont les dialogues, en viennent, n'est-ce pas, à utiliser la force et la brutalité. Et cette force, cette brutalité-là, qui elle-même entraîne souvent des drames dans notre société. Et donc, l'État veut se donner les moyens de protéger de manière spécifique la femme. Ok. Monsieur Nondo, je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord également avec Monsieur Lurun Foum, qui estime que c'est particulièrement la femme dont on voudrait défendre ici, ou alors on voudrait apporter quelques éléments de solution. Lorsqu'on parlait de violence basée sur le genre, la violence n'est pas exclusivement physique. Non, je dis que c'est un concept qui vient des Nations Unies. Vous avez expliqué. Je voudrais relancer Sa Majesté. Il y a quand même aussi cette violence physique et également morale. C'est-à-dire, vous pouvez être torturé d'une manière ou d'une autre. Nous voyons des hommes qui viennent de se marier, mais au lieu de rentrer à la maison, il finit son travail à 15 heures. Il s'arrête d'abord quelque part parce qu'en fait, à la maison, c'est peut-être des critiques et trop de bavardage et autres. Est-ce que c'est exclusivement la femme qui est visée à ce niveau? Le Parlement n'a-t-il pas vu juste en disant violence basée sur le genre? Le problème de violence, je crois Franck Manson l'a dit tout à l'heure, il a essayé de déblayer le chemin. Je crois que Denise l'a un peu suivi. En réalité, la création de la race humaine s'est faite essentiellement sur la violence. Le développement de la race humaine s'est fait essentiellement sur la base de la violence. Le développement des différentes technologies qui ont suivi, c'est par la violence. La violence est innée, n'est-ce pas, en chaque être humain. Lorsque vous prenez la peine, n'est-ce pas, de travailler, la violence que vous faites, n'est-ce pas, à votre corps, c'est ça qui vous permet, n'est-ce pas, de travailler, c'est ça qui vous permet de gagner votre vie. Donc la violence, Fumula dit, que c'est inné en chaque être humain. D'abord, c'est une volonté, c'est pas une volonté naturelle, mais c'est c'est consubstantiel à l'homme, je veux dire, c'est consubstantiel à l'homme. À partir du moment où vous vivez, vous êtes automatiquement un homme violent. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, c'est pas la violence qu'on se déplace. Exclusivement l'affaire d'homme.
D'hommes comme hommes. Oui, homme avec grand H. Homme avec grand H. Oui, oui. Que, je veux dire tout simplement que la violence est d'abord une consubstantielle à l'homme, donc naturelle à l'homme. Naturelle à l'homme. Oui. Que ce soit la femme. Oui, oui, que ce soit la femme. Que ce soit l'homme. Oui, 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 tout à fait. Okay. C'est le développement, n'est-ce pas, de cette violence qui peut, n'est-ce pas, soit altérer les bonnes mœurs ou pas. À partir de ce moment-là, je laisse, n'est-ce pas, tout le développement de la violence qui nous a amené jusqu'en 2025, qui nous a amené à toutes les technologies que nous vivons. Maintenant, on entre effectivement dans le concept que vous avez, violence basée sur le genre. En parlant effectivement de violence basée sur le genre, je laisse même de côté le monopole de la violence dans un État. C'est l'État qui a le monopole de la violence dans un pays, c'est ce que je veux dire. Oui, l'État ayant, n'est-ce pas, le monopole de la violence dans notre pays pour réguler le fonctionnement et les rapports entre les citoyens, n'est-ce pas, les différentes institutions. Pourquoi? Parce qu'il y a des sanctions qui existent en cas de violation des lois. Et seul l'État a le pouvoir, n'est-ce pas, de sanctionner tout le monde. Maintenant, le concept qui a été effectivement inventé par l'Organisation des Nations Unies, c'est certainement pour favoriser les femmes en réalité. Au vu de la faiblesse naturelle de la femme par rapport à l'homme, au vu du développement dans les relations entre l'homme et la femme, et au vu du fait qu'on s'est rendu compte que la violence de l'homme étant plus... Ça, c'est le concept des Nations Unies. Oui. La violence de l'homme étant vous et moi, nous sommes violentés, Sa Majesté. Oui. Nous sommes en train d'y arriver. La violence de l'homme étant plus grande, on a donc pensé qu'effectivement qu'il était normal de favoriser, n'est-ce pas, la femme pour que la violence qui est basée beaucoup plus sur la femme puisse cesser et chercher, n'est-ce pas, à ce que l'égalité que les femmes réclament puisse, n'est-ce pas, puisse effectivement se produire. Là, on parle de violence sur le genre et on pense directement à la femme. On pense directement que l'homme, qui est un être un peu supérieur par la violence physique, par la corpulence physique, est toujours, n'est-ce pas, en train de menacer la femme. Et parce que c'est l'homme dans les maisons. Il y a les femmes plus fortes que leur mari. Oui, dans le cas d'espèce, c'est parce que... C'est anecdotique. Oui, c'est l'homme qui prend toutes les décisions dans les institutions. Généralement, ce sont les hommes qui gouvernent. Généralement, les hommes font les lois, n'est-ce pas, à la dimension des hommes, oubliant souvent, n'est-ce pas, qu'il y a une présence féminine. C'est pour que, désormais, lorsque les décisions sont prises, lorsque les lois sont prises et votées, que ces lois tiennent compte, n'est-ce pas, de la présence des êtres qui sont moins faibles que les hommes et qui comptent, parce que en réalité, ce sont les femmes qui sont le moteur de la vie, de chaque famille, le moteur de la vie de notre société. Donc, les violences basées sur le genre, je crois que les députés sont en train de prendre certainement, n'est-ce pas, des lois qui vont aider les femmes à être beaucoup plus émancipées, qui vont certainement aider les femmes à être beaucoup plus fluides pour la construction, n'est-ce pas, de chaque famille et de notre société, et pour que les droits des filles, les droits des femmes soient sauvegardés par rapport à ce que les hommes organisent, n'est-ce pas, comme loi dans les différentes républiques. Et je crois que les Nations Unies ont le temps de faire ça. Bon, maintenant, est-ce que les violences physiques qu'on voit chaque jour, est-ce que ce sont seulement les femmes qui subissent les violences physiques à la maison? Disons que la plupart du temps, ce sont les femmes qui subissent parce qu'elles sont moins fortes. Mais il y a aussi beaucoup de cas, où les hommes, au vu, n'est-ce pas, de la méchanceté de certaines femmes, subissent également, n'est-ce pas, les violences féminines, ici il faut le dire, les violences féminines. Et il y a plusieurs sortes de violences. Il y a la violence morale, psychologique, et la violence physique. Parce que c'est surtout ça qu'il faut, il faut faire attention effectivement à ça. Les violences morales, les violences psychologiques et les violences physiques. Les violences morales, au même titre que les violences psychologiques et physiques, les violences morales sont des violences qu'il faut considérer, que ce soit du côté de l'homme vers la femme ou du côté de la femme vers l'homme. Okay. C'est ce que je voulais dire. Ok. Ils sont nombreux à réagir là. Ils disent assez de choses. Nous allons les prendre tout à l'heure.
Monsieur Mbenoun, les violences basées sur le genre, c'est récurrent hein, au Cameroun. Le soir à la maison, vous suivez comment le voisin crie parce que la voisine est en train de l'atomiser avec les coups de poing et autres. Parfois, c'est que le lendemain, il vient vers vous pour dire qu'il n'a pas mangé depuis des jours parce que la femme ne lui a pas permis de manger. Et on peut également voir, vice-versa, les violences. C'est assez récurrent, même si c'est que humainement, ou alors tout être humain est violent. Aujourd'hui, la question est posée au niveau de l'Assemblée nationale. Essayez de voir de quoi il est question. Pensez-vous que les députés ou les parlementaires ont une solution à ce problème? Écoutez, vous allez d'abord souffrir que ma réflexion soit christocentrée, parce que moi je suis un homme d'église avant d'être un homme politique. Donc, je raisonne toujours selon les Saintes Écritures. La violence, comme les autres l'ont dit, c'est inhérente à la civilisation, à la vie humaine. Il n'y a pas jusqu'aux Saintes Écritures où vous voyez, lorsque Moïse doit conduire le peuple d'Israël à Canaan, Dieu lui demande de mettre de côté tous les peuples qui sont sur son chemin jusqu'à arriver à Canaan. Et parfois, il passe par le fil de l'épée, femmes et enfants. Donc, ça, c'est une certaine violence. Maintenant, quand je dis que la violence, quelqu'un a dit, vous avez dit tout à l'heure que tout le monde est violent, moi je ne me reconnais pas dans cette définition. Lorsque on est né de nouveau, on n'est plus un homme violent. Moi je suis marié depuis une trentaine d'années, je n'ai jamais claqué, j'ai dit claquer, c'est-à-dire donner une gifle à mon épouse, ça n'existe pas. Vous êtes marié avant d'être né de nouveau ou alors vous êtes marié ou alors vous êtes né de nouveau bien avant de vous marier? Oui, avant. Donc avant de vous marier, avant. Vous êtes Ouais, né de nouveau? Oui, je me suis... Vos petits amis n'ont jamais connu de violence? J'ai donné ma vie au Seigneur. Vos petits amis n'ont J'avais jamais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 62. Vos petits amis n'ont jamais connu de violence? Non, non, non. Non, j'ai dit, je n'ai jamais usé de violence, cette violence physique-là, peut-être une violence comme... je ne dis pas sur votre femme. Avant, n'est-ce pas, d'être né de nouveau, vous êtes né de nouveau, peut-être vous aviez 25 ans. Oui. Avant 25 ans, vous avez connu quand même des petites, oui. Comme on peut le dire trivialement. Oui. Vous avez eu des connaissances. Vous n'avez jamais... Vous voulez savoir s'il trompe sa femme? Non, pas là. Je ne parle pas de sa femme, je dis bien avant. Monsieur Odod, je vous ai dit, quand on est né de nouveau, on ne vit plus comme vous autres, vous vivez. Tout c'est mystique. Hein, je ne connais pas ce genre de vie. Tout c'est mystique. Il nous parlait des choses mystiques. Le Cameroun est laïque. Non, ce n'est pas mystique. C'est mystique. Mon copanéliste s'est beaucoup étendu dans la philosophie. Ça ne vous a pas gêné? Chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous ai allez-y, monsieur. Je raisonne selon la formation que j'ai reçue. Donc, pour dire que tout le monde n'est pas violent, je voulais vous dire d'abord que tout le monde n'est pas violent. Vous n'avez jamais trompé votre femme? Non. Non. Monsieur, je vous interdis de poser des questions. Non, c'est moi qui pose des questions. Sur une télévision qui a écouté au-delà du pays, si une fille connaît que M. Benoun m'a dragué, qu'elle lève le doigt. Donc, simplement draguer. Oui, draguer. Je ne dis pas coucher comme il dit. Donc je dis que... Les affaires d'église là nous dépassent. Non, pardon. Laissez M. Benoun. Ça peut vous sembler surréaliste, M. Allez-y, M. Benoun. Donc pour dire que... je vous ai dit que on peut vivre. Quand je vous dis que je n'ai jamais claqué ma femme depuis 30 ans, vous trouvez que c'est surréaliste, mais non, on attend les photos. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de croire. Je peux d'abord vous dire que si ce n'était pas vrai, vous ne pouvez pas venir parler ici sur une chaîne qui est... Monsieur Benoun, vous pouvez ne suivez pas ces gens. Allez-y, que vous la exprimez-vous, monsieur Benoun. Bref, je voulais dire que vous avez posé la question si est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, on peut apporter une solution par rapport... Ce n'est pas l'Assemblée qui peut apporter. Le fait qu'on
ne dicte des lois ou qu'on promulgue les lois ne change pas la nature humaine. Hein? L'apôtre Paul dit aux Romains que quand il n'y avait pas la loi, je ne connaissais pas le péché. Mais quand on a établi la loi, le péché s'est réveillé en moi. Donc ça veut dire que la loi ne change pas la nature de l'homme. C'est la conversion dont je parlais qui fait que l'homme change. Donc la violence que nous voyons, on parlait de violence par rapport aux femmes. Il y a la violence sur les enfants, sur les mineurs. Il y a la violence sur la veuve et l'orphelin. Hein? Lorsque une veuve a son terrain, vous venez écraser la maison, vous la jetez comme j'avais une maman qui a été délaissée en tabac. Quand on a cassé un tabac en 2008, elle en est morte. C'est une violence. Donc on peut pas seulement définir la violence en tant que des coups de poing qu'on donne sur une personne, mais il y a cette violence morale, il y a cette violence psychologique, il y a ce stress que créent les problèmes créés par les puissants sur les faibles, c'est la violence. Donc je voulais dire que ce n'est pas à l'Assemblée, il faut que les gens se convertissent et qu'ils acceptent que le prince de paix... cette personne soit née de nouveau. Que le prince de paix leur apporte la paix dans le cœur. C'est ça qui peut les changer. Merci. Merci. Je crois que Léonide Foum a suivi cela. Non, non, moi je ne vous ai pas passé la parole. Non, s'il te plaît. Il y a des émissions spirituelles ici. Nous sommes pour ça, je ne voudrais pas transformer cette émission en émission spirituelle. Elle est sérieuse. Voilà pourquoi je dis que cette émission est sérieuse. L'État du Cameroun est ce que l'on appelle à peu près le Léviathan, le dieu du Cameroun. Et l'État veut protéger ses citoyens. Et vous savez, c'est la peur du gendarme qui amène les gens... que l'État a le monopole de la violence. Le monopole. Donc quand quelqu'un va venir dire que c'est quand les gens se convertissent, attention, les plus grandes violences dans ce monde, les croisades, les djihad, la guerre israélo-palestinienne, c'est des guerres religieuses. C'est des guerres religieuses. Les plus grandes violences dans ce monde ont été faites sous la férule. Des guerres religieuses à connotation politique. Donc un religieux qui clame la religion ne peut pas nous donner des leçons de morale. Tout à fait. Il est d'ailleurs de tendance éveillée, c'est-à-dire des églises de réveil. Regardez, c'est eux qui conduisent la police et la politique extérieure américaine. Et regardez comment les Américains, sous la dictée de cette se comportent dans le monde entier. Nous n'allons pas mener. Regardez. Nous n'allons pas orienter le débat à ce niveau-là. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit que le Cameroun est laïque. Faisons un débat laïque. Oui, laïque. Voilà. Restons donc à ce niveau. Donc, un religieux ne peut pas nous faire des leçons de morale. Non, monsieur Mfoum, vous avez suivi le philosophe intervenir tout à l'heure. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion, c'est la science. Oui, ok. Oui. S'il vous plaît, monsieur Foum, c'est moi qui dirige cette émission. Bon, nous allons prendre quelques réactions. Thomas Massok, il est toujours au rendez-vous. Mon arrière-petit beau-fils qui me fait des infidélités messagères. Ouais, parce que je n'ai pas lu tous les messages hier. C'était tellement abondant que c'était pas possible. Alors, très belle la dame en studio qui pourrait faire perdre l'art oratoire au mal. Monsieur, je vous vois venir. Mon arrière-grand-mère est tout juste à côté de vous. Alors, respect à mon ami Majesté. Nous sommes dans l'émergence d'une société en termes de violence qui pourrait conduire au génocide de par les faits et méfaits que nous vivons au quotidien. Nous avons tourné le dos à la bonne éducation, culture, bonnes mœurs et spirituelle parce que extravertis à la colonisation occidentale capitaliste au détriment de nos valeurs ancestrales. Honte à nous, c'est Thomas Massok. Merci à vous, Thomas Massok. Autre réaction reçue. Bonsoir, monsieur Ongba. L'homme de l'UDC là est de mauvaise foi. L'homme est naturellement violent de sa naissance. La violence est verbale comme physique. Aucun être humain ne peut dire qu'il n'a jamais utilisé la violence. C'est que l'homme dit d'être né de nouveau là. Ce sont des conneries. Est-ce
Ngono Chala, depuis Akak. Autre réaction, nous allons les prendre plus tard, le temps pour nous de continuer avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir le plateau. Les violences basées sur le genre se situent à plusieurs niveaux. Les violences physiques exercées sur tout par les hommes et celles exercées par les femmes est verbale. Les Nations Unies, c'est plus basé sur les violences physiques puisque c'est celles-là qui conduisent aux pertes humaines le plus souvent. En conclusion, les parlementaires ont le devoir de trouver les solutions. Fabien Onambele depuis la barrière. Merci à vous, Fabien. Bonsoir, Apollinaire. Je suis à Mvengue et nous sommes bien stockés sur Info TV. S'il te plaît, où la personne n'est plus ici. Merci. En ce qui concerne la violence, il faut dire que ce sont les femmes qui sont plus violentes, surtout psychologiquement. Tu sais ce qu'il dit? Ouais, je n'en sais rien. Et bonsoir à vous sur le plateau. C'est Linac Daniel. Juste un bonsoir et bonne émission à vous. Merci à vous. Nous allons plutôt passer à autre chose, tout simplement pour revenir. Je reviens, ce sera le dernier tour de table en une minute. Alors, les parlementaires ont-ils la solution à cette violence-là que vous avez dit, elle est naturelle chez l'homme? Monsieur Manson. Oui, Apollinaire, quand vous scannez de très près les sociétés dites entre guillemets avancées, ce sont les sociétés les plus violentes, nous l'avons dit. Mais n'en demeure pas moins vrai que la violence dans ces environnements est contrôlée. Elle est contrôlée, la violence, elle est maîtrisée. Pourquoi? Parce que la société en fait de l'exploite. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'au sommet de ces sociétés, vous avez des individus qui ont une connaissance claire de ce qu'ils sont et de l'État comme entité morale. Ce qui fait qu'on va penser les lois en fonction de la connaissance que l'on a de l'identité des populations. Ouais, il y a ce qu'on appelle la rigueur de la loi. Et qu'est-ce qui favorise la rigueur de la loi? Parce que ce sont des individus qui, étant très très habiles, ils ont cette grande capacité de donner l'impression aux populations qu'ils respectent eux-mêmes la loi. Ouais. C'est pourquoi il y a des lois qui sont votées justement pour protéger très souvent les femmes ou alors les enfants. Encore que ce sont des gens qui savent que quand on va au-delà du visage de la femme, ou bien de ce que l'on n'entend pas homme, on rentre dans un univers d'information, une nature d'information. Donc là-dedans, il n'y a plus de sexe. Vous voyez? Et maintenant, quand vous revenez dans nos sociétés, déjà, la faiblesse de la loi s'explique par le fait que... Je voulais donner une minute, hein, monsieur. Je vais sortir Apollinaire par là. La faiblesse de la loi s'explique par le fait que ceux parfois qui ont une position plus ou moins privilégiée ne respectent pas la loi. Vous voyez? On ne respecte pas la loi. Par exemple, c'est une hypothèse. Imaginez que vous votiez une loi en rapport avec la protection de la femme. Pensez-vous que si un magistrat au niveau du Cameroun ou bien un parlementaire exerce de la violence vis-à-vis de la femme, je ne suis pas certain qu'il sera reprimé par la loi. C'est pas certain, à moins vraiment que la femme n'ait aussi des bras, comme on dit souvent, très très longs. Et un dernier élément pour sortir qui m'avait beaucoup intrigué quand je réfléchissais sur ce sujet. Quand vous allez dans une mairie, lors de la célébration du mariage, quand vous écoutez attentivement les conseils que le maire donne, la loi relative à la régulation du mariage, vous allez voir que cette loi est taillée sur mesure à l'avantage de l'homme. Donc quand on renforce dans l'imaginaire de l'homme, déjà même à partir du mariage, parce que le mariage c'est la première institution d'une société. Le mariage, première institution. Donc vous voyez bien que les lois qui sont données sont totalement... Enfin, et observez ça minutieusement. Vous voyez? Donc quand on entretient cette conception relative à la société patriarcale, je vous assure que ce n'est pas évident que l'on sorte de l'auberge. Et pour définitivement sortir, vous voyez, Apollinaire, j'ai toujours l'habitude de le dire, définitivement, c'est que la personnalité juridique qui est un marché pour nos sociétés,
C'est elle qui est violente. Mais Apollinaire, vous n'êtes pas que la personnalité juridique. Il y a une dimension intérieure, l'esprit qui est d'essence divine. Ça veut dire que si vous voulez une société non violente, c'est cette dimension qu'il faut réveiller, c'est cette dimension qu'il faut instruire. Elle doit développer les facultés à partir du sous-ascendant. Et là, vous êtes certain que vous pouvez avoir une société non violente. Ok. Denise, Oui, vous avez suivi les uns les autres sur ce plateau. oui, La violence, elle n'est pas exclusivement masculine, bien sûr. elle est également féminine. Oui. Oui, qu'en dites-vous? Alors, je vais être très bref parce que je n'ai qu'une seule minute. La femme doit user... Vous vous accordez 2 minutes. parce que je ne parle pas beaucoup. Je suis avec des pères. Allons-y. La femme doit user de maîtrise de soi parce qu'elle est généralement à 90% responsable de ce qui lui arrive en milieu familial et dans les couples. La femme fait usage de la violence verbale. Et après, elle fait comme si elle était innocente. C'est vrai. Et l'homme va accumuler. On verra juste un monsieur qui a frappé, mais on ne va pas regarder qu'il y a une femme qui a été la première à attaquer. Et elles sont tellement violentes qu'elles attaquent l'intimité de l'homme. Elles attaquent leur faiblesse. Elles attaquent leur incapacité. Et ça doit changer. Si nous disons que nous sommes mères, si nous disons que nous sommes femmes, nous devons être soumises. Selon d'abord par éducation, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément Christ, qui n'ont pas forcément Dieu, mais par bon sens. Parce que celui qui a vécu sans la loi divine sera jugé par l'Éternel Créateur sans cette loi. Okay. Merci. Pour finir avec la spiritualité dans cette affaire, je vais passer la parole à M. Benoun. Vous l'avez dit, l'Assemblée nationale ne peut rien. Est-ce que c'est l'Église ou alors ce sont les hommes qui peuvent trouver solution à ce problème de la violence? D'abord, à l'adresse de M. Foum, il a remarqué que mes deux copanélistes me rejoignent dans ce que je disais, que c'est le spirituel qui devait prévaloir sur le physique pour que nous puissions évoluer. Bon, le fait qu'il y ait des lois contre les voleurs, ça n'empêche pas que le vol prospère, ou qu'il y ait des lois contre les meurtres, qu'il y ait des meurtres. Donc, l'essence du péché en l'homme, si on ne cherche pas les moyens de trouver à la base les racines, je crains que le statu quo demeure. Je ne suis pas d'accord avec ma fille qui dit que les femmes sont responsables. Moi, je crois que la femme est à l'image de l'homme qui l'a épousée. Si vous, l'homme, vous êtes un homme fidèle comme moi, je ne vois pas comment la femme, vous n'allez pas être bien. Si vous êtes un homme qui sait partager ses revenus et tout ce que vous avez avec votre femme et qu'elle se sent en confiance, je ne vois pas comment elle va subitement devenir bavarde ou acariâtre. Donc moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions qui confirment la règle. Merci. Mais en général, je vais vous dire, parce que sur ma petite existence, j'ai observé aussi des choses. C'est généralement l'homme qui est à la base des souffrances de la famille. Bon, maintenant, c'est tout à fait normal que dans un État organisé, que l'État puisse mettre en place des lois pour décourager les dérives humaines. Mais j'ai dit que ces lois-là ne peuvent pas, à elles seules, changer la nature de l'homme. Puisque nous l'observons nous tous. Okay. Il y a des lois sur tous les domaines de la vie. Il y a toujours les détourneurs de fonds publics, il y a toujours des corrompus, il y a toujours des meurtriers. Parce que l'homme, à la base, n'est pas changé. Ok. Merci. Entre parenthèses, je voulais corriger quelque chose. La femme a une nature évique. C'est elle qui a causé avec le diable au jardin d'Éden. Je reste à dire que nous sommes coupables. C'est seulement que Dieu a fait grâce. Ok. Léonide Foum, les parlementaires, je vous interdis de vous entrer, n'est-ce pas, dans la spiritualité. Les parlementaires ont-ils une solution à cette question? Non, moi je ne vais pas y entrer. Vous savez, les choses compliquées, je ne m'y aventure pas. Mais je suis simplement en train de dire qu'en termes de... Ce que j'ai envie de dire avant de répondre à votre question, c'est qu'en termes de religion, ici au Cameroun, on en a presque une centaine. Et qui ont des philosophies différentes. Si chacun se met à venir clamer sa religion dans un État qui se veut laïque, c'est exactement comme si vous faisiez du tribalisme. C'est exactement comme le tribalisme. Et donc l'État
pour permettre que les libertés, y compris les libertés religieuses, s'expriment. Ça, il faut le dire. Moi, je vais parfois à l'église, hein, je ne vous mens pas. Parfois. Mais oui, je ne peux pas faire de ma religion la règle. Et les règles de l'État le disent. Quand tu es assis sur ton bureau, tu reçois le musulman, tu reçois le bouddhiste, tu reçois le chrétien. Tu ne peux pas faire prévaloir ta religion. Tu t'occupes des affaires de l'État. Et l'État n'a pas de religion. Donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour répondre à votre question, il vous reste 30 secondes. Oui, est sorti le vrai problème avec les violences, surtout les violences basées sur le genre, c'est que lorsqu'elles sont exercées, notamment sur la femme, parce qu'en termes de différence, l'homme est plus fort physiquement que la femme. Lorsqu'elles sont exercées sur la femme, elles aboutissent à des mutilations et au pire des cas, c'est la mort qui s'ensuit. Alors l'État se donne simplement les moyens de respecter ces textes, parce que dans la constitution du Cameroun, l'homme comme la femme sont égaux en droit et en devoir. Et si vous voulez ontologiquement parler, vous qui clamez la foi sur cette expression, sur ce plateau, la Bible dit aussi quelque part, puisque je vous ai dit que moi je vais de temps en temps à l'église, la Bible dit qu'il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Ça fait que sur le plan ontologique, l'homme et la femme sont égaux. Et nous ne pouvons pas aspirer à développer notre société si nous minorons, si nous écrasons la femme. Il faut lui donner toute sa place et la plénitude de cette place-là. Voilà pourquoi l'État qui a remarqué qu'il y a des féminicides, c'est-à-dire des femmes qui sont tuées, qui sont marginalisées simplement parce qu'elles sont des femmes, l'État essaye d'y mettre bon ordre en protégeant aussi spécifiquement la femme. Et nous qui sommes dans un parti, l'UNDP, hein, notre parti est particulièrement attaché à l'émancipation de la femme, parce que sans la femme, la société ne peut pas se développer. Il faut l'éduquer, il faut permettre à ce qu'elle ait un égal accès à l'emploi, n'est-ce pas? Il faut la valoriser dans la société. Pour que, n'est-ce pas, la société puisse se développer. On vous a suivi. Voilà. Merci. Merci à vous, Sa Majesté Ndondo. Si le gouvernement pose, n'est-ce pas, cette question de la violence aux parlementaires camerounais, c'est qu'il y a un mal quelque part. La grande question, la grande préoccupation ce soir, que peuvent véritablement les parlementaires camerounais face, n'est-ce pas, ou alors sur cette question de la violence ou des violences basées sur le genre. Je dois dire, Prince Omba, que je suis très sensible aux arguments développés par Denise. C'est Denise? Oui. Oui, je crois que c'est une personne responsable. Elle est responsable parce qu'elle a parlé en tant que femme, parce qu'elle a parlé en tant que mère, elle a parlé en tant que fille, elle a parlé en tant que grande sœur. Vous savez, on dit... c'est beaucoup plus les principes de l'UNESCO qui disent éduquer un garçon, c'est élever un homme. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une famille. Vous comprenez? Là, c'est pour montrer la responsabilité de la femme mère du foyer. La société est fondée sur la famille. C'est la famille qui fonde la société. Donc, c'est grâce à la famille que nous avons une société. Donc, dans la famille, on doit éduquer de manière correcte, n'est-ce pas, les enfants de la famille. C'est en éduquant nos enfants de manière correcte dans nos familles que nous pourrons avoir une bonne société. Ça signifie quoi? Ça signifie que les responsables gouvernementaux, parce que ça peut être un cas d'école, peuvent, avec les organisations des femmes et même certaines organisations d'hommes, organiser une sorte d'état généraux pour la direction de la société. Parce que le rôle de la femme pour la famille est un rôle essentiellement important. Et la femme doit donc connaître que son rôle est important. Elle doit donc s'arranger à ce que la violence qu'il habite, parce que c'est une violence morale qu'elle exerce sur les enfants ou sur le mari ou sur le conjoint, une violence psychologique, une violence verbale qui entraîne généralement, n'est-ce pas, les dérapages, n'est-ce pas, les dérapages de l'homme. Ça, c'est excuser la violence des hommes. Non, ce n'est pas pour dire que les hommes sont des anges. C'est dans la
plupart des cas, qu'est-ce qui justifie que dans la plupart des cas, vous tuiez votre dans femme la plupart des simplement cas, parce qu'elle a parlé avec dans la la bouche. plupart des cas, Allez aussi. donc ces violences, n'est-ce pas, sont C'est pour ça qu'on a parlé de diligentées, orientées, n'est-ce pas, par les femmes. Donc, il faut que pour que nos sociétés soient bien, il faut éduquer bien nos familles, pour éduquer bien nos familles. Je crois qu'il faut que la femme ait la pleine mesure de ses responsabilités et que l'homme soit effectivement mis devant ses responsabilités, étant donné que c'est ce que les députés sont en train de faire, que si les dérapages interviennent, alors, n'est-ce pas, la sanction sera faite, n'est-ce pas, sur les hommes. Donc, cette solidarité dans la responsabilité de l'éducation de la famille, qui va fonder notre famille, qui va fonder notre société, est extrêmement importante. Il faut absolument qu'il y ait une sorte d'organisation, d'états généraux, des sociétés féminines avec les hommes pour que notre société soit de moins en moins violente, pour que notre société soit bien organisée, bien éduquée, pour, n'est-ce pas, notre futur. Une minute. Merci. J'ai un autre sujet. Je ne vais pas loin. J'ai un autre sujet. Je m'en voudrais après, mais la violence est juvénile. Permettez. Non, je vais lui passer la parole. Bonsoir au panel. Je rappelle que c'est Benoît Titi qui nous regarde depuis la Côte d'Ivoire et dit qu'ont déjà pu les parlementaires camerounais, on a vu, à part applaudir ce qu'on ne devrait pas applaudir, et changer la Constitution au profit du maintien du président Paul Biya au pouvoir pour arrêter les violences basées sur le genre. C'est la grande question que se pose Benoît Titi depuis la Côte d'Ivoire. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Belle émission, belle thématique. Je suis parfaitement d'accord avec le pasteur sur le plateau. La femme est à l'image de l'homme. Je pense que les hommes exagèrent vraiment. Vous ne pouvez pas vouloir tout imposer dans le couple. Il y a les hommes qui tapent sur leur femme par jalousie. La femme très souvent se comporte bien, mais l'homme qui est barbare trouvera toujours un prétexte pour vous battre, parce que c'est là qu'il pense vous dominer. N'oublions qu'ils sont donc même à la base élevés. La violence psychologique est encore pire en ce sens. Vanessa, bonne émission et bonne émission à vous. C'est Vanessa qui nous écrit. Merci à vous, Vanessa. Oui, très rapidement. Apprenez, il y a la violence juvénile. Vous voyez, nos enfants, nos jeunes deviennent de plus en plus violents. Tout à l'heure, nous avons parlé du cadre familial. Mais dans ce cadre familial, il y a les informations auxquelles les enfants sont exposés. Les enfants voient la violence dans les dessins animés. On a des dessins animés qui font la promotion de la violence. Et ces dessins animés, on peut dire qu'ils sont importés, qui viennent de très loin. Vous voyez, dans les films, on fait la promotion de la violence. Je dis même dans les films. Sur Internet, les enfants qui aujourd'hui utilisent, vous voyez, le numérique, ont fait la promotion de la violence. Et tout ceci, sa façon d'imaginer l'enfant. Donc, comme pour dire que, je pense que nous devons également penser une politique de régulation de l'information. Parce que c'est la nature des informations auxquelles les jeunes, il est vrai même les adultes, sont exposés, qui participent à façonner leur personnalité et plus loin leur comportement. Voilà, merci à vous, vous l'avez dit. Nous allons donc sortir. Voilà, merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous allons donc prendre cette transition et nous allons revenir pour le deuxième sujet à l'ordre du jour. À tout de suite. Alors, retour sur ce plateau pour donc prendre le deuxième sujet à l'ordre du jour. Présidentielle 2025 vers un renouvellement de la classe politique au Cameroun. Lorsqu'on parle de le renouvellement de la classe politique au Cameroun, on se pose la question si ceux qui sont là n'ont pas déjà fait leur temps et qu'il y a la jeunesse qui lorgne et qui peut-être voudrait passer aux affaires. Ces derniers temps, nous assistons aux démissions des uns des autres du gouvernement camerounais.
d'autres qui ont déjà déclaré leur candidature à la présidentielle 2025. On y voit presque les mêmes gens depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Est-ce que la jeunesse ne pense pas? Est-ce que cette jeunesse ne rêve pas? Est-ce que ce n'est pas galant même de renouveler cette classe politique camerounaise? Lioun Foum, vous êtes de l'UNDP. Est-il possible de renouveler la classe politique camerounaise? Oui, c'est possible. Mais moi, personnellement, et les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès avec, nous, notre candidat ne nous gêne pas. Il n'est même pas un problème pour nous. Oui, nous sommes contents de l'avoir. Mais vous voulez quand même le renouvellement de la classe politique, mais vous dites que votre candidat, Belou Bouba Maïgari, pour ne pas le citer... J'ai dit que le renouvellement de la classe politique est une bonne chose. Mais chaque société, dans sa construction, se donne toujours son planning pour pouvoir le faire. Ce n'est pas un décret qui va venir procéder au renouvellement de la classe politique. C'est des dynamiques sociales qui se mettent en place et qui permettent ce renouvellement-là. Et donc, moi, je continue à dire que nous sommes à l'aise avec notre président et qui sera notre candidat. Et nous sommes convaincus qu'à cette élection, il est parti pour la remporter. Et donc, nous, on n'a pas de problème de transition générationnelle dans notre parti politique. Et il faut bien dire que le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a œuvré à ce que dans la plupart des instances dirigeantes, que les jeunes montent, et les femmes aussi. Et à telle enseigne que lorsque vous allez par exemple voir l'essentiel de nos élus locaux, c'est des gens, c'est des trentenaires, c'est des cadres, c'est des quinquas. Donc c'est une politique qui est promue. C'est aussi les femmes qui viennent. Et donc, dans les listes que le parti promeut souvent, dans nos listes, vous avez 30% de ces listes-là qui sont consacrées aux jeunes, 30% également aux femmes. Et le reste aussi peut venir. Donc, il y a une politique qui nous permet de rajeunir notre parti politique. Et je veux sortir par là pour ce premier, permets-moi de faire une mise en garde. Nous avons appris par rapport à ce qui se déroule au Palais de l'Unité. Oui, il y a des réunions qui se déroulent de ce côté-là, qu'il y a un projet de loi qui a été initié et qui devrait pouvoir passer la semaine prochaine au Parlement, lequel projet de loi veut revoir l'âge pour candidater au niveau de la présidentielle, veut refaire une présidentielle à 2 tours et bien évidemment qui veut nous installer dans une transition afin que ces lois-là soient implémentées. Et disent-ils, justement, votre sujet est intéressant à ce niveau, c'est pour rajeunir la classe politique camerounaise. Sauf que on n'engage pas une telle opération en plein match. On ne change pas les règles en plein match. Le corps électoral sera convoqué dans quelques jours. Et ce sont des lois qui visent particulièrement des candidats. Et nous avons appris que notre candidat est particulièrement visé par cette loi-là. Vous ne pouvez pas venir changer les règles du jeu à quelques jours parce que vous avez une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que ceux qui voudraient par de telles manœuvres venir fausser le jeu démocratique parce que la souveraineté appartient au peuple, emporteront l'entière responsabilité. Et c'est la mise en garde que je voulais venir faire ici relativement au thème que vous indiquez. Laissez le peuple lui-même choisir. On vous a suivi. Son président. Ok. Les choses qui se passent au palais. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Si nos informations le confirment, mais c'est de la pure sorcellerie. Merci. C'est pour ça que je vous ai laissé parler. Je vous ai invité ici pour vous exprimer et sur le renouvellement de la classe. Est-ce une possibilité? Non, nous sommes très à l'aise avec notre candidat. Nous sommes à l'aise de renouveler la classe politique camerounaise. Vous avez répondu, mais vous dites en ce moment au palais
présidentielle. Des autorités sont en train d'être reçues pour revoir l'âge et autres, et que vous n'êtes pas d'accord, et vous dites votre président en est véritablement visé, votre président Bello Bouba. Ça c'est. Ils disent que vous ramenez l'âge à 60 ans. C'est vous qui le dites, s'il vous plaît, monsieur Mfoum. Non, je vous dis les informations que nous avons. Non, vous l'avez dit. Maintenant, lorsque je reprends, il ne faudrait pas que ça soit mal interprété. On doit comprendre que c'est vous, Léonide Foum, vous êtes venu au Grand Soir, vous avez donné cette information, et que ce n'est pas Charles Apollinaire Ongba, moins encore Sa Majesté ou qui d'autre qui l'a dit. Vous dites que de ce côté, il y a des choses qui se trompent, et puis c'est vous qui l'avez dit. Et puis nous avons compris. Merci. Alors, Sa Majesté Ondondo, la classe politique camerounaise, en ce moment, peut-elle être renouvelée? La présidentielle, elle est là. Moi, je n'ai aucune information de ce qui se passe du palais de l'unité. J'ai choisi mon thème et je l'ai soumis à ma hiérarchie qui l'a accepté. Alors, y a-t-il une possibilité de rajeunir cette classe politique camerounaise? Bon, je voulais d'abord répondre à certains préalables qui effectivement caractérisent toute question politique. La première question politique concerne effectivement les cas, n'est-ce pas, de trahison d'Issa Chiroma qui a démissionné. J'ai voulu déjouer cela. Alors, vous revenez, allez-y, exprimez-vous. C'est ça. Donc, comment une trahison? Deux cas de figure différents. Je parlerai pour le voir après. Mais d'abord, il faut savoir qu'il a traité notre président, il y a de cela quelques jours, sur une vidéo qui est devenue virale, n'est-ce pas, d'autiste. Alors que l'autiste, c'est lui. Parce que l'autisme, c'est un dérèglement, n'est-ce pas, du trouble langagier. Dès que vous avez des problèmes de trouble langagier, c'est ça l'autisme. Et je crois que tout le monde, le Cameroun, a assisté lorsqu'il est allé à Gawa pour prendre la parole pour la première fois. Il était perdu, n'est-ce pas, devant la télé pendant... Nous avons tout le Cameroun à ça. C'est ça l'autisme. Donc, en réalité, c'est lui qui est autiste. Ce n'est pas le président Paul Biya. Il dit que le président Paul Biya ne l'a pas reçu. Chers téléspectateurs, ne l'a pas reçu. C'est monsieur... Oui. Sa il Majesté, dit que le président Paul Biya ne l'a pas reçu. Ondondo qui dit, c'est là, pas nous. C'est ça, des années et des années. Il ment effrontément. Pourquoi? Parce que le 28 février, lorsque le président Paul Biya a perdu sa belle-sœur, il a effectivement reçu, en Vomeka, il a reçu le ministre Issa Chiroma. Il dit que le président dirige le pays par procuration. Non, il n'y a pas de procuration dans l'exécutif, dans l'exercice du pouvoir, n'est-ce pas, au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle les actes pris, n'est-ce pas, par délégation de signature. Donc, délégations de signature sont confiées à des personnalités avec qui on travaille pour pouvoir, n'est-ce pas, gouverner. Alors, il faut le dire, M. Issa Chiroma, il s'est illustré depuis la nuit des temps par une série de trahisons très fortes. D'abord en 1984, il a trahi les institutions de la République. Il a eu des premiers, il est sorti de prison. En 1991 ou 92, lorsque on créait l'UNDP, ils ont créé l'UNDP. Et il a comploté pour renverser le premier président de l'UNDP. Majesté, Issa Chiroma n'est pas ici. Alors, je reviens pour qu'on l'on gagne en temps. Nous avons un thème. La démocratie, c'est aussi le respect de ce que pensent les autres. C'est ça. Alors, il a trahi. Lorsqu'il y aura un sujet sur Issa Chiroma, je vais vous inviter. Il a trahi Samuel Lebois. Après quelques temps, il a même trahi Bello Bouba. Après, aujourd'hui, n'est-ce pas, il trahit, il prend l'acte de forfaiture la plus solennelle, n'est-ce pas, en trahissant le président Paul Biya. Non, et il trahit en même temps, n'est-ce pas, le Lamido de Garo. On ne peut pas vivre de trahison en fait toute une vie et que le renouvellement de la classe politique ne peut pas marcher avec des traîtres. Vous comprenez un peu. Lorsqu'on parle de trahison, on parle, n'est-ce pas, vous avez été avec quelqu'un et vous l'avez délibérément laissé alors qu'il vous a tout donné. Merci. Lorsqu'on voit donc, oui, le bilan. Lorsqu'on voit dans le bilan, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle? Il n'a rien fait. Il a recruté quel jeune Camerounais?
Il a fait travailler quoi? Il a créé SAES, les sections artisanales et rurales, alors qu'il avait le devoir de le faire. Lorsqu'on prend de votre côté le ministre du Tourisme, Bellevoie, qui est là, il a quel fait d'armes? Il a quel bilan? Merci. Donc, lorsque on veut sortir effectivement du gouvernement, laissez-moi terminer, n'ayez pas peur. C'est le temps. On est déjà en pleine préélection. Lorsqu'on veut sortir... Non, mais respectons le temps. Je respecte le temps. Et le thème. Lorsqu'on veut sortir, on dit au sujet. puis vous déposez d'abord votre bilan et le peuple va juger. Vous n'allez pas fuir. Vous n'allez pas fuir. Vous allez rendre compte. C'est là qu'ils organisent la l'unité pour chasser les gens. Vous allez rendre compte de ce que l'État vous a donné. Vous n'allez pas fuir. Parce qu'il faut être responsable. C'est très facile de venir dire que non. Il faut que chacun rende compte. Quand j'ai fini par là, je voulais donc terminer en sortant pour dire que aujourd'hui, il y a des concertations à un certain niveau, n'est-ce pas, à un certain niveau des responsables de l'État. De la République, l'organigramme de la présidence de la République permet, n'est-ce pas, au président Paul Biya, à l'article 2, de confier, n'est-ce pas, lorsqu'il peut confier certaines fonctions à ses collaborateurs, s'il veut recevoir, n'est-ce pas, s'il veut recevoir des gens. J'ai cru que nous étions sortis vraiment de ces explications-là. Il peut donc recevoir qui il veut. Il a confié ça au secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Donc, lorsque nous aurons fini, n'est-ce pas, ces concertations qui finissent. Non, c'est ce qui va sortir de là. Et que nous allons aller en campagne, nous allons effectivement plébisciter notre président Paul Biya. C'est une façon effectivement de toujours de renouveler, n'est-ce pas, le pouvoir du président Paul Biya. Merci bien, Sa Majesté. Non, les téléspectateurs ont compris que vous m'avez mis contraint le zolo, comme on peut le dire. C'est la démocratie. Vous m'avez dribblé. C'est pas un souci. Alors, vous êtes un homme politique également, monsieur Mbenoun. Vous étiez au SDF aujourd'hui. Vous êtes à l'UDC. Nous n'allons pas parler, ça c'est un autre sujet, mais quand même, pensez-vous que la jeunesse peut prendre les affaires en main? Présidentielle 2025, est-ce que nous allons vers un renouvellement, n'est-ce pas, de la classe politique camerounaise? Est-ce que ceux qui sont là depuis, qui ont toujours été là, peuvent passer la main? Selon vous, doivent-ils passer la main? Il faut les citer tout de même. Le président Paul Biya en tête, Belobo Maïgari, Issa Chiroma, certains sont décédés, Maurice Kamto, comme vous le voulez. Tous ces anciens-là, et c'est presque eux, c'est toujours eux qui sont là et qui tiennent toujours les affaires. Même Dame Joa est là-dedans. Donc sa présidente. Je pense que la politique, c'est un exercice dynamique qui n'est pas statique. Et nous voyons dans des pays que nous prenons souvent comme référence, comme en France, la classe politique se renouvelle presque après tous les 10 ans. Tel était premier secrétaire, après c'est l'autre qui est, tel était au parti. Quand Chirac était, une fois qu'il est allé à la présidence, c'est quelqu'un d'autre. Mais chez nous, vous avez des gens qui sont là depuis 30 ans. Et je suis quand même surpris que mon jeune frère Mfoumou se dit que lui s'accommode d'un vieillard de 77 ans, alors que lui-même il peut faire l'affaire. C'est tout à fait normal que la classe politique se renouvelle. Nous, à l'Union démocratique du Cameroun, la présidente, c'est pas une vieille femme. C'est une femme qui est encore pleine d'énergie. Vous l'avez vu à l'Assemblée. Donc je crois que la jeunesse... La vieillesse ici, c'est l'épouse de l'autre. Ici, c'est l'épouse de l'autre, mais c'est une jeune personne. Elle n'est pas vieille. Vous pouvez donner des leçons vous avez quelqu'un de 77 ans, vous dites que vous n'avez pas leçons à nous donner. Avec lui. Nous, on aime notre candidat comme il est. Et vous qui êtes un jeune cadre, vous ne pouvez pas, vous aussi, aspirer. Mon temps arrive, mais c'est son temps là maintenant. C'est son temps maintenant. Et ce sont les Camerounais. Les Camerounais vont décider. La parole, monsieur. Oui, mais ne m'indexez pas. Parlez de... Nous sommes au débat. Nous sommes au débat.
Si vous voulez aller parler dans la cuisine, allez là-bas. Nous, on est à l'aise avec nos Non, les Camerounais nous suivent. Merci, On a monsieur. l'aise. Donc, Allez-y. j'ai dit, vous ne pouvez pas vous accommoder un monsieur qui est là depuis 30 ans, après 77 ans, vous dites que c'est lui qui est l'avenir de ce pays. Non, vous les jeunes comme ça, vous devez aussi aspirer. Mais donc, je dis que ce soit... Vous avez chassé Sambou Baka pour donner le pouvoir à celui du Tomayono. RDPC. Donc vous n'avez pas de leçon à nous donner. Lui, à l'UNDP, et ils sont des copains depuis 30 ans. Vous avez Je un me parti tente que familial. maintenant, il indexe le pouvoir. Chez à vous, vie. c'est la famille. C'est pas un vrai Il parti. indexe un C'est un parti parti avec qui ils ont familial. parlé. Non, monsieur, permettez à monsieur... C'est Boko- Samba Baka qui voilà, s'il vous plaît. Samba Baka qui devait la tête de Mali. Ils ont chassé Samba Baka, ils ont donné à Tomayono. Ils veulent donner les leçons à C'est un parti familial. Non. Lorsqu'il parlait, Monsieur, vous étiez vous avez tranquille. parlé, Vous allez personne tranquille. vous a connu. Allez-y, monsieur Benou. Je dis, mais vous avez dit monsieur, quelque à chose qui n'est 77 pas ans, bien. Benou, ce n'est il pas a fait bien. 30 ans avec monsieur Biya. Aujourd'hui, vous voulez faites dire preuve de qu'on mauvais fait de élève. mauvaises choses. Monsieur vous Foum. êtes comptable aussi. Monsieur Foum, Vous avez chassé Monsieur Foum. Samba Baka. Oui, Monsieur Foum. Oui, et vous avez donné à la femme. je Monsieur dis, je dis. Donc vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous Tu voulez as parlé de faire hors chasser sujet tout à l'heure. Tu es hors sujet. vos électeurs. de Samba Baka. Tu es Non, hors si vous sujet. êtes indiscipliné, vous allez faire chasser les électeurs. Il a l'air de quelqu'un de civilisé, C'est lui mais qui il est plus dérange. sauvage que Vous êtes que les un autres. pédagogue. C'est lui qui dérange. Allez, ok, merci. Allez, permettez, et personne d'autre ne réagit. Vous avez encore vos 45 secondes. Donc, je dis donc que c'est tout à fait normal que la classe politique se renouvelle et que les jeunes personnes comme M. Ondondon chassent les vieillards qui sont là depuis une soixantaine Mon temps va venir, t'en fais pas. depuis une Nous soixantaine sommes d'années déçus. et qui s'accommodent. Merci, Et merci. que vous dites que c'est eux l'avenir. Parce Merci. que tu dis que tu vas encore le revoter. Mais M. Ondondon, c'est une insulte Non, à pourquoi? l'intelligence des Camerounais. Pour le moment, c'est encore Hein? lui qui est là. Mais tous les Camerounais sont d'accord que même dans ton village, ton père de 93 ans doit aller se reposer. Pour le Il ne faut moment, pas lui dire le d'aller président, il chercher est le lucide. bois ou d'aller à la Ok. chasse. Ok, monsieur Benoun. Non, je n'ai pas terminé. Je veux dire... Vous allez chercher les problèmes. Non, mais puisque... C'est vous qui créez tous les problèmes Non, je là. ne crée pas les L'indexing. problèmes. Je dis ce qui Faites votre est développement. vrai. Je dis ce qui est vrai. Il Je reste dis 20 qu'à secondes. l'UDC, Je vous donne encore 20 secondes. j'ai une présidente qui est dans la cinquantaine. C'est tout à fait normal. Hein? Qui a Mais vous ne chassé pouvez pas Samba dire Baka. des gens qui ont Qui a de chassé 80 ans, Qui a cassé la tête. ceux de Oui. 90 ans, on te dit que c'est l'avenir. C'est une aberration. Ok, nous avons suivi la jeunesse certainement au niveau de l'UDC, c'est ce que vous prônez. Vous dites que votre présidente, elle est dans la cinquantaine. Elle a Et chassé c'est Samba. ça, je ne Qu'est-ce vous ai que pas je- demandé si on a chassé Samba Toi, Kalabadissou. vous Mais avez merci chassé bien. Samuel Les Bois. Oui. Elle a Elle chassé a Samba chassé Baka. Samuel Les Bois. Elle a chassé Samba Baka. S'il vous plaît, Nous sommes tous des chasseurs. respectons nos téléspectateurs. avez chassé Franck Samuel Les Manson, Bois. Elle a chassé Samba non, Baka. s'il vous plaît, Franck Manson. Il fait comme un Le enfant. Cameroun, quand même, lorsqu'on voit ces gens-là, hein, l'UDC, si le président fondateur, si la nature ne décidait pas naturellement, peut-être il serait encore toujours président. Le RDPC, c'est toujours Paul Biya. Si la personne qui a quand même eu cette volonté-là, peut-être John Frunzi, qui a passé la main de son vivant. Et nous avons au niveau de l'UNDP, Bello Bouba, Premier ministre depuis 1982, il est allé en exil, il est revenu, il a repris les choses en main. Ils sont nombreux, même au niveau, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres partis qu'on peut citer ici. Quand même, comment comprendre, n'est-ce pas, ces personnes de cet âge-là qui s'agrippent aux affaires, à la politique? Est-ce que les jeunesses, il n'est pas temps pour cette jeunesse-là de passer en avant? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Même sur ce plateau, vous voyez, tout le monde dit, c'est mon boss, c'est mon président qui doit être là. Ce n'est pas encore moi. Et merci Apollinaire pour la question extrêmement profonde. Pendant que je réfléchissais sur votre sujet, je me suis rappelé d'un principe naturel qui voudrait que toute espèce qui ne se renouvelle pas est appelée à disparaître. Parce que le renouvellement de l'espèce a ceci de particulier qu'il garantit la survie, la pérennisation de cette espèce-là. Vous voyez? Et
Il y a également une autre particularité, c'est que les espèces reproduisent par le processus de renouvellement les éléments de la même nature qu'elles. Et c'est pourquoi vous allez voir que... J'espère que ce que vous dites là, ce qui vous appréciez tout à l'heure, que vous faites de la science dans la science, vont également dire que c'est une bonne analyse. Allez-y. La même nature qu'elles. Vous comprenez? Les oranges reproduisent les oranges. Les manguiers reproduisent les mangues. Vous comprenez? Et imaginez donc que cette plante, espèce comme plante, soit attaquée au niveau de sa racine, c'est-à-dire qu'elle est confrontée à un dysfonctionnement. Déjà, elle ne va pas reproduire, et même s'il arrive qu'elle reproduise, elle va reproduire un élément qui portera en lui les gènes du dysfonctionnement. C'est le premier élément qu'il faut comprendre. Le deuxième élément, c'est que le renouvellement de la classe politique repose sur deux facteurs. On a les élections présidentielles. Donc, dans les élections présidentielles, on a le parti au pouvoir qui est, on peut dire, opposé au parti d'opposition. Mais essayons un peu d'analyser la force et la faiblesse justement des deux oppositions. Quand vous prenez par exemple le parti au pouvoir, déjà, ce qui peut apparaître comme sa force, c'est déjà que c'est le parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a le contrôle sur les institutions, il a le contrôle sur les moyens de l'État, mais seulement aujourd'hui, ce qui peut également faire la faiblesse de ce parti, c'est qu'au sommet de l'État, il y a des schismes, il y a des divisions. Vous voyez, parce que c'est chacun qui se bagarre, qui lutte pour voir dans quelle mesure il pourrait être le potentiel président après le chef de l'État. Et le deuxième élément qui fait sa faiblesse, il y a son bilan, il faut le dire. Un bilan qui n'est pas assez réluisant, puisque ce bilan, il est observable dans les conditions de vie des populations. Mais seulement, quand on revient au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui fait donc la faiblesse de l'opposition? Qu'est-ce qui explique que l'opposition ne soit pas en mesure d'exploiter cette faille-là? C'est là que nous devons mettre un point d'interrogation. C'est parce que, dans le fond, pour la plupart du temps, on a une opposition qui est corrompue. Vous voyez? Il faut le dire comme ça. On a il est vrai, il peut y avoir des exceptions, mais je parle de manière générale. Et ça peut s'expliquer par tout ce que l'on observe là, même au sein des formations politiques, des démissions, même avant la démission des personnes comme le Majesté évoquait tout à l'heure. On a vu une cascade de démissions il y a de cela quelques années dans le MRC. Vous voyez, les guerres intestines. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'opposition étant justement incapable d'exploiter toute la faille et la faiblesse du parti au pouvoir, ça nous donne de mettre réellement un point d'interrogation sur la motivation de cette opposition. Vous voulez dire que c'est le tube digestif qui parle à la place ou alors qui réfléchit à la place du cerveau de certains... Deuxième élément, deuxième facteur du renouvellement de la classe politique, on a les mutations démographiques. Les mutations démographiques. Ouais, il y a l'émergence d'une classe jeune qui aspire à la gouvernance. Mais la question que je me pose, qui est cette classe jeune? Il faut dire même que la majorité des électorats camerounais... Ce sont des questions, hein, je ne le dis pas de manière péremptoire. Cette classe jeune n'est-elle pas le prolongement ou bien la reproduction de ce que l'on critique plus haut? J'en veux pour preuve le fait que, au sein de la machine administrative, il y a des ministres jeunes là, qui sont, je peux dire, inculpés sur les questions de malversation financière. Ils ont 50, 60 ans. Mais bien sûr, d'après les rapports de la Cour de compte, il y a des ministres jeunes. Et même en dehors des administrations, dans des partis politiques, on connaît tout ce qui se passe avec les jeunes. Vous voyez, Apollinaire? Donc, il y a donc cette mutation démographique, mais il faut donc interroger en réalité la pertinence de ce que ces jeunes valent. C'est important. Moi-même, je parle en tant qu'un jeune. Vous voyez, j'ai eu à tenir une réunion avec certains jeunes. Vous sortez par là. Non, lui, il ne fait même pas la politique. Permettez à Il n'est pas engagé quelque part. Donc, c'est les gens qui viennent me déranger. Monsieur, vous avez apprécié son analyse. Monsieur, vous avez un droit de Allez-y. réunion avec certains jeunes. Oui. Il a démissionné de sa mission. Il vient déranger. Qui voulait organiser un parti politique.
Oui, ils voulaient faire supprimer un parti politique. Et tous se présentaient comme des acteurs du changement. Mais je leur ai posé la question, qu'est-ce qui explique le fait que vous avez 5, 6, 7, 10 personnes qui se pensent comme acteurs de changement, mais ils ne sont pas capables de se constituer en force unique pour réellement impulser une dynamique de changement. Vous voyez, ça nous donne de mettre un point d'interrogation. Et pour effectivement sortir, même les populations intéressées. Et c'est ce qui justifie la tribalisation apollinaire de la politique au Cameroun. Vous voyez? Et je vais dire quelque chose qui risque de choquer, mais ça n'engage que moi. On dit souvent le pouvoir vient d'en haut, n'est-ce pas? Je peux vous garantir que c'est une réflexion que j'ai pris du temps pour mûrir. Si jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État, M. Biya, est encore au pouvoir, je suis de plus en plus certain que c'est parce que jusqu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait faire mieux que lui. Parce que ça a été décidé par la main invisible. Ok. Permettez Apollinaire que je chute. Non, Permettez que je chute, Apollinaire. Vous comprenez? Je vous dis que dès lors qu'il y aura quelqu'un qui sera en mesure de faire mieux que lui, à la magistrature. L'opposition a gagné ça en 92. Ça fait très mal à l'opposition. Mais il faut le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il explique, Apollinaire? Voyez-vous que... Vous chutez. Oui, le temps. Mais voyez-vous que Apollinaire, je dis bien le chef de l'État, quand il y aura quelqu'un en mesure de mener à bien une politique mieux que celle qu'il a fait, il sera porté aux affaires. Ce n'est pas pour dédouaner le chef de l'État. Nous ne nions pas les lacunes dans la gouvernance. Absolument pas. Il y a tellement de lacunes, je l'ai dit, qui sont observables dans les conditions de vie, dans l'organisation de l'État. Mais je suis convaincu que s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire mieux, il aurait été porté aux affaires. Merci, et maintenant, Apollinaire, merci, monsieur Macron. On dit le pouvoir vient d'en haut. Apollinaire, vous aurez encore la parole. Bien reçu. Enfin, bonsoir à vous. Merci pour l'émission. Il est à Abidjan. Rebonsoir, chers panélistes. Le renouvellement de la classe politique camerounaise est plus qu'une nécessité aujourd'hui. Mais avec l'appétit effréné et insatiable des tenants du pouvoir actuel qui marchent soutenus par les béquilles humaines, il ne faut rien espérer, du moins maintenant. Aucun signe annonciateur de leur départ ne nous est donné. Leur façon de faire montre qu'ils ne sont même pas prêts à accepter un éventuel résultat des urnes en leur défaveur. Benoît Titi depuis Abidjan. Autre réaction reçue. Bonsoir Prince. Le thème, c'est vrai. Va-t-on vers le renouvellement de la classe politique? Notre philosophe sur le plateau va dans tous les sens. Il accapare la parole. Il n'a pas face à lui des élèves d'Issaké depuis Douala. Autre réaction reçue. Bonsoir. Très grand débat. Mes salutations aux panélistes, particulièrement à M. Mfoum Léonide Mba Minko depuis Kribi. C'est son frère du village qui écrit. Oui, c'est mon petit. Bon, autre réaction. Je me pose des questions. Comment un Camerounais normal peut concevoir que le remplaçant du président Biya devrait venir des personnes qui ont contribué à son échec? C'est autant plus dommage que cette idée vienne des jeunes. Rendons-nous compte de ces vieillards à l'époque sont entrés aux affaires, pas vieux, mais bien jeunes. Joseph depuis Douala. Joseph, autre réaction reçue. Oulala. Bonsoir à tout le panel. S'il vous plaît, demandez aux communicants du RDPC où se trouve Monsieur le Président Paul Biya lui-même. Même à la télé, nous voulons le voir. Qu'il nous parle de ses ambitions politiques. Nous sommes fatigués des autres instructions. Il dit quoi du congrès de notre cher RDPC? Mes amis jeunes militants à la base veulent aussi arriver au comité central. Ils disent avoir remarqué que pouvoir être investi comme candidat à la mairie ou bénéficier des privilèges du parti, la décision vient très souvent du comité central. Emmanuel Nomon Mbala, fils de la Liquier,
militants du changement. Oui, on me signale qu'il nous reste 7 minutes. Merci à la réalisation. Madame Denise. Oui. Alors, Denise. Oui. Oui. Un mot sur cette jeunesse. Vous pensez, vous croyez que cette jeunesse-là a un mot à dire, ou alors il est temps, est-ce que nous allons vers ce changement-là où cette jeunesse doit prendre les affaires en main? Si c'est une jeunesse responsable qui nous propose des programmes qui se feront, c'est clair que nous allons voter pour elle. Voilà. Et puis, je ne suis pas investie dans un parti politique, mais peut-être Sa Majesté va me répondre pourquoi Franck Biya ne se présente pas comme candidat. Merci. Merci bien. Comme vous avez posé la question, il va répondre. La convocation du corps électoral sera un moment décisif pour tester la capacité du Cameroun à organiser une transition pacifique en 2025, surtout si Biya se retire des discours politiques apaisants, inclusifs et mobilisateurs. Merci à notre personne. Alors, en une minute. Oui, en une minute, je crois qu'il y a de cela quelques années, c'était certainement en 1999, lorsqu'on demandait au président Paul Biya pourquoi est-ce qu'il n'organise pas le Dauphiné autour de lui. Il disait non, qu'il appartient au peuple camerounais, n'est-ce pas? Lorsque sera venu le moment où il va se retirer, il appartiendra au peuple camerounais de choisir qui va diriger le Cameroun. Donc, pour le moment, le président Paul Biya, il est encore là et il a toute sa lucidité, tout son discernement, donc il a toute sa force, et effectivement, jusqu'à ce que l'élection présidentielle... Il paraît qu'il y a une franquiste ici qui demande... Est-ce que Franck Biya n'est pas... Oui, j'ai parfaitement compris. Donc, nous allons d'abord élire le président cette année, en 2025. En attendant. Et en attendant, lorsque Franck pourra être candidat plus tard, ce sera au peuple camerounais, n'est-ce pas, de voter. Oui, Apollinaire, je vous garde. Alors, quelqu'un demandait si la femme n'intervient plus, elle venait d'intervenir. Autre réaction. Bonsoir à tous, le RDPC n'est pas fatigué de mentir aux Camerounais 43 ans après. L'année-ci, nous sommes fatigués de ce mensonge. Signez vos messages. C'est Majoli qui nous écrit. Bon, c'est une minute. Oui, moi je crois que la transition générationnelle, elle se fera, mais à l'heure actuelle, c'est un faux débat. Les Camerounais veulent savoir combien ils auront de l'eau, de la nourriture, les jeunes veulent de l'emploi, et le candidat Bello est précisément là pour répondre à ces questions pendant cette présidence. C'est l'homme de la situation. Oui, bien sûr. Actuellement, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Oui, permettez, s'il vous plaît. Bonsoir, le grand soir. S'il vous plaît, demandez aux communicants du RDPC qui est candidat de leur parti, c'est Herman. Et puis, autre réaction. Bonsoir, monsieur Ongba et à ton riche panel. Concernant la thématique du jour sur la mobilisation derrière le président de la République, Paul Biya, le record de la mobilisation est détenu par monsieur Boukar Abdourahmane Dikar. C'est Abdourahmane, doctorant, président de l'association des étudiants. Votre prise de parole. Oui, allez-y, en une minute. Oui, je crois que Majesté l'a dit tout à l'heure que ceux qui ont exercé avec eux, ils doivent d'abord rendre compte avant de prétendre, n'est-ce pas, pouvoir postuler pour les Camerounais. En tout cas, les Camerounais ne sont pas dupes. Ils savent que le RDPC est comptable avec ses alliés de la situation catastrophique du pays en ce moment. Nous pensons que l'opposition est en train de se concerter pour que nous puissions avoir un candidat consensuel pour cette élection. Merci, c'est 30 secondes. Ce qui fait la faiblesse de l'opposition, c'est la nature de ses motivations, son incapacité, du moins la grande majorité, de s'unir autour d'une vision collective et également son incapacité à accepter les analyses qui vont à l'encontre de leur vision. Vous comprenez? Quand on est aguerri, on prend même ce qui ne nous arrange pas pour construire. Merci bien. Merci. Il est exactement 18h débordé de 45 minutes, mesdames, messieurs. C'était le grand soir de ce mercredi. On va reprendre ce débat. Rendez-vous demain avec, en première partie, vous serez là pour
pour peut-être reparler, n'est-ce pas, de cette transition. Oui, Restez scotchés, 19h, le journal en anglais, 20h, le journal en français. Au revoir.